Bienvenue chez moi. Alors j'avais dans l'idée de faire une émission intitulée Que faire? C'est quelque chose que je ne perds pas de vue, mais qui demande à être peaufiné, et j'ai malheureusement peu de temps devant moi en ce moment, mais ce n'est que partie remise. De même, je voulais faire une émission consacrée à l'ingénierie sociale. Tout ceci viendra en temps et en heure prochainement. Ne zappez pas pour autant, car il y a aussi beaucoup de choses à dire de la culture. C'est le thème du jour et ça annonce le reste. Alors on ne peut aborder le sujet de la culture de nos jours sans évoquer le problème du relativisme culturel, c'est-à-dire le fait que l'on considère qu'il ne peut y avoir aucune hiérarchie dans les objets de l'attention et de la connaissance, et que la connaissance elle-même n'est pas plus digne que le divertissement. On a coutume de dire que tous les goûts sont dans la nature et qu'il n'y a aucune raison valable pour décerner à tel ou tel objet culturel plus de valeur qu'à tel autre. Une fois de plus, c'est exactement ce que le monde marchand veut que nous ayons en tête. C'est exactement les réflexes qu'il essaye de nous transmettre. Le marché est en effet un monde fondamentalement neutre du point de vue axiologique, c'est-à-dire du point de vue des valeurs. C'est un monde non pas immoral, mais amoral. Il vante aussi bien du moral que de l'immoral à ceux qui le demandent et qui en ont les moyens. Alors à présent, faites l'expérience suivante. Convoquez des gens à un entretien ou à un événement quelconque. Vous vous postez à l'entrée de l'immeuble et vous dites à chacun à tour de rôle de se rendre à tel endroit au premier étage. C'est important de se rendre à tel endroit au premier étage. La personne rentre donc seule dans le hall d'entrée, et face à elle, il y a deux choses en accès direct. Premièrement, des escaliers, deuxièmement, un ascenseur, et je répète qu'elle se rend au premier. Question, que vont faire, dans un tel cas, la majorité des gens? Réponse, ils vont emprunter l'ascenseur. Parmi elles, certaines sont des personnes âgées, ou des personnes handicapées, il y a aussi des gens avec de jeunes enfants, il y a des femmes enceintes, etc. Mais dans l'ensemble, spontanément, la plupart prendront l'ascenseur parce que c'est plus pratique et plus facile. Et parce que ça demande moins d'efforts. Parce que, de la même manière que tout objet subit la force de la gravité, nous subissons toutes et tous la force de la facilité, de la simplicité. Eh bien c'est pareil pour la culture. Il y a ce qui vient spontanément à soi, il y a ce qui demande de notre part plus d'efforts. Selon nos critères économiques de confort de vie actuel, le réflexe de la facilité qui concerne le plus de monde sera dit, pour cette raison même, démocratique. L'autre réflexe, plus exigeant, relèverait alors d'une sorte d'aristocratie, entre guillemets. En l'occurrence, et en forçant le trait, l'ascenseur est démocratique, les escaliers sont aristocratiques. Il y a de même une culture plus démocratique et une culture plus aristocratique. Une culture spontanée et une culture plus exigeante. Il y a une culture qui vous investit, c'est la culture de l'ascenseur, et une culture qu'il vous faut investir, celle des escaliers. Prenez alors n'importe quel élément culturel autour de vous et posez-vous cette question. Dans le rapport que j'entretiens avec cet élément culturel, quel est exactement mon rôle? Suis-je vraiment en libre quête de cet élément, ou est-ce que dans le fond je n'ai pas cédé à un moment ou à un autre à une sollicitation quelconque, fût-elle très discrète, fût-elle subreptice? Autrement dit, la différence s'évalue en termes d'efforts. Des efforts pour atteindre un élément culturel qui n'a pas besoin de moi pour exister, et des efforts pour me défaire des éléments culturels qui me parasitent en me sollicitant, en me courtisant en permanence. Le relativisme culturel consiste, lui, à ne surtout pas faire ce genre de distinction. Dans la morale, entre guillemets, dans la morale libérale, la distinction, c'est le mal. Et ça tombe plutôt bien parce que la distinction en matière culturelle, c'est l'ultime obstacle à la marchandisation débridée. Alors pour illustrer
cette rupture entre culture pour elle-même et culture putassière, je vais prendre un exemple. À ma droite, L'origine du monde de Gustave Courbet, peinte en 1866. Et à ma gauche, Le vagin de la reine de Anish Kapoor, réalisé en 2011. Le tableau de Courbet date d'une époque où la société de masse n'en était encore qu'à ses balbutiements, et Courbet n'a pas eu à s'inscrire dans la logique de l'offre et de la demande. Il n'était pas question pour lui de courtiser les masses par le scandale pour s'offrir une notoriété. Il y a bel et bien eu scandale, et Courbet a voulu choquer, il savait ce qu'il faisait. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une telle profusion d'images chocs de ce genre que ce tableau serait de lui-même périmé s'il n'avait pas autre chose à offrir. La stratégie d'Anish Kapoor, puisqu'il s'agit réellement de ça, est tout autre. Elle est symptomatique d'une bonne partie de ce qui est vendu de nos jours sous l'appellation d'art contemporain. Et le raisonnement est alors le suivant. Dans une civilisation de masse, il faut avoir l'onction de la masse. Or, c'est un fait, la masse se fiche éperdument de l'art contemporain. Elle n'éprouve pas le besoin d'aller au-devant de lui, elle est réactionnaire. Coup dur. Une culture du premier type, une culture exigeante, n'a pas ce souci. Ce souci est celui de la culture putassière, de la culture de l'adhésion spontanée, de la culture du buzz et donc de la culture de masse. En l'occurrence, si le peuple ne veut pas aller à l'art contemporain, eh bien c'est l'art contemporain qui ira au peuple. En matière d'art et d'architecture, où se rend massivement le peuple? Dans les musées classiques et les vieux châteaux, c'est-à-dire dans des lieux pérennes, dans des lieux impérissables pour voir des choses traditionnelles, des choses historiques, des choses concrètes. C'est peut-être fâcheux, mais c'est ainsi. Par conséquent, pour s'imposer à la masse, que doit investir l'art contemporain? Il doit investir les lieux historiques. Il doit investir les musées classiques et surtout les vieux châteaux. D'où, depuis quelques années, les Pokémon multicolores dans les grands jardins et les phallus fuchsia au-dessus des baldaquins, ou alors le fameux plug anal de la place Vendôme. Autrement dit, voilà un élément culturel qui vous court après, parce qu'il n'est rien sans médiatisation et consentement marchand de votre part. Et le pire, c'est le deux poids deux mesures quand il s'agit de dénoncer le vandalisme. Le plug et le vagin ont été vandalisés, vous le savez, et c'est déplorable. Mais qui s'est ému de la même manière, dans les milieux autorisés, du vandalisme que constitue lui-même le vagin de la reine à l'égard des jardins de Lenôtre, à Versailles? Qui plus est, au secours, c'est un vandalisme d'État. Bref, je résume à présent tout ce que je viens de dire. Premièrement, on doit pouvoir trier les éléments culturels selon les efforts qu'ils demandent. Deuxièmement, c'est parce qu'on s'interdit tout jugement de valeur à ce niveau que le marché prospère et s'étend. Et troisièmement, il s'étend parce qu'il a compris que la facilité aurait toujours plus de succès que l'effort. La facilité est beaucoup plus démocratique que l'effort. Si on veut contraindre nos médias à faire leur boulot et à nous servir des choses intelligentes, il faut que l'effort soit remis à l'honneur. Il ne s'agit pas de condamner le divertissement, mais de faire une place à l'exigence, donc d'atténuer l'effet de la masse par des contenus plus édifiants, et ce sans s'entendre dire « arrête de te la jouer, tu n'es qu'un grouillot comme les autres ». Les contenus qui requièrent de notre part un peu plus de réflexion ne doivent plus être confinés aux heures tardives sur des médias confidentiels. S'il faut les imposer au grand public, qu'on le fasse. Rien de dictatorial là-dedans, puisqu'au contraire, culture et dictature font rarement bon ménage. Réinjecter du jugement de valeur dans la culture, c'est certes contraignant pour chacun, mais c'est le seul rempart contre le marché tout-puissant, le seul moyen de la raisonner. Si vous voulez vous faire une idée de ce qui passionne les Français,
de ce qui monopolise leur intérêt, rendez-vous chez un marchand de journaux. Et jetez-y un petit coup d'œil sociologique et vous verrez, c'est révélateur. On peut très bien préférer le divertissement tout en admettant la plus grande valeur de la culture édifiante. Tous les goûts sont dans la nature, mais tous ne se valent pas du point de vue de notre condition politique. Je vais prendre un exemple moral. Imaginons, ma sœur et moi avons chacun une grande passion. Ma sœur consacre tous ses samedis après-midi à aider bénévolement au Resto du Cœur. Quant à moi, mes samedis après-midi, je les passe à jouer en réseau avec mes potes au jeu Call of Duty. Ma sœur n'a certainement pas envie qu'on lui impose le jeu vidéo. Et de la même manière, je n'ai pas envie de me rendre au Resto du Cœur qu'on m'y oblige. Tout va bien dans ce cas, chacun fait ce qui lui plaît, comme dit la chanson, et vive la société libérale. Toutefois, je suis tout à fait capable, en tant qu'amateur de Call of Duty, d'admettre que ma sœur donne plus de valeur à ses loisirs que je ne le fais. Voilà un jugement de valeur qui, je l'espère, tombera sous le sens commun, mais que la même société libérale, elle, ne reconnaît pas. Et à la rigueur, la société libérale accordera plus de valeur aux jeux vidéo. De valeur au sens économique du terme, dans la mesure où il y a toute une industrie derrière tout ça, des milliards en jeu et des milliers d'emplois concernés. Du point de vue libéral, si tout le monde aidait les Restos du Cœur, ce serait la mort du petit commerce. Heureusement donc que cela demande des efforts qui ne sont pas à la portée de tout le monde et peut-être même pas du plus grand nombre. J'aurais pu prendre un autre exemple et comparer la soirée de mon jeune frère passée à étudier une carte du monde ou un bouquin de littérature comparée et ma propre soirée devant M6 ou TF1. Dans les sociétés où l'on prétend faire du peuple son propre souverain, l'intelligence et l'éthique ont fatalement un poids collectif bien supérieur à celui du divertissement. C'est quelque chose qui est totalement négligé à notre époque. Et il est certes incommodant de juger des goûts et des couleurs, mais c'est précisément là-dessus, sur le relativisme culturel, que compte le marché et la spéculation financière. Je vous remercie de votre attention. Cet encart culturel me servira dans les 2 prochains Politeia, l'une consacrée, je le disais, à l'ingénierie sociale, et la prochaine que j'intitulerai « Que faire ?» À très vite.